Mais aujourd'hui a commencé comme tous les autres jours, un café, les bouchons sur le périphérique, un appel client qui aurait pu être un simple email, je travaillais dans l'immobilier commercial de luxe. Le genre de métier qui semble impressionnant lors des dîners mondains mais qui signifie surtout passer sa vie au téléphone à se disputer sur des mètres carrés avec des hommes qui possèdent plus de chaussures que de jugeotes. Mon bureau était à La Défense. Au 12e étage avec une fenêtre donnant sur une ville qui ne s'arrête jamais, Paris ne fait pas de pause, elle vous engloutit et continue sa route. Je n'avais pas prévu de passer au cabinet de Sandrine ce matin-là, c'est la partie qui me hante encore, ma femme, la docteure Sandrine Lefebvre. Diriger l'un des cabinets de thérapie comportementale les plus réputés du quartier des Ministères, le groupe de bien-être de l'esprit renouvelé, des salles d'attente épurées, des lumières tamisées. Une réceptionniste nommée personne dont je me souciais qui souriait toujours comme si elle cachait un secret. Sandrine était brillante, du genre de brillance qui vous fait vous sentir chanceux d'être à ses côtés et légèrement idiot par comparaison. Elle avait écrit 2 livres. Avait fait la couverture du Point et donné des discours d'ouverture lors de galas de charité pour une organisation à but non lucratif qu'elle avait fondée elle-même, la Fondation Avenir Radieux, qui aidait les enfants défavorisés, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait. Je m'y suis arrêté parce que j'avais fait une réservation chez l'Ambroisie, son restaurant de fruits de mer préféré pour notre dîner d'anniversaire ce samedi. Je voulais confirmer qu'elle était libre jeudi pour aller chercher la robe qu'elle avait commandée, c'est tout. Une conversation de 30 secondes, j'allais l'embrasser sur la joue et être de retour dans ma voiture avant midi. Je ne savais pas que ces 30 secondes allaient faire exploser 11 ans de ma vie. Le quartier était dans son chaos habituel et quand j'ai garé mon Audi Q7 rue du Bac et marché jusqu'à son immeuble, tout de verre et d'acier, le genre d'architecture qui murmure nous facturons 400 € de l'heure ici, la réceptionniste. Une jeune femme d'une vingtaine d'années toujours avec son casque, a levé les yeux quand j'ai poussé la porte et son sourire a fait quelque chose d'étrange, il a vacillé comme une ampoule hésitant à griller. Monsieur Lefebvre, s'est-elle redressée, la docteure n'est pas disponible, je sais. Ai-je dit, visite surprise, les gens mariés font ça parfois, elle est en séance en ce moment, une longue séance, elle a jeté un coup d'œil à son écran, encore 40 minutes minimum, j'ai haussé les épaules, je vais attendre à son bureau, je connais le chemin. En fait je devrais probablement prévenir, mais j'ai souri, je suis venu ici 100 fois, elle s'est tue, ce vacillement encore, je l'ai noté sans savoir pourquoi, le bureau privé de Sandrine se trouvait au bout d'un court couloir. Après 2 salles de thérapie et une petite cuisine qui sentait toujours la camomille et l'ambition, j'ai ouvert sa porte, je suis entré et j'ai expiré, la pièce sentait son parfum à la bergamote avec quelque chose de chaud en dessous, des diplômes encadrés sur les murs. Un bureau en acajou si poli qu'on aurait pu y faire une opération chirurgicale, des étagères de livres qui couvraient tout le mur de gauche, classés par code couleur parce que bien sûr elle le faisait, cette femme classait même ses courses par couleur. Je me suis installé dans le fauteuil en face de son bureau, celui que ses patients utilisaient probablement pour confesser leurs pires secrets, et j'ai sorti mon téléphone pour faire défiler les infos sans réfléchir en attendant, c'est là que je l'ai vu sur le bureau. Juste posé entre un bloc-notes et une pile de dossiers, un stylo plume au corps bordeaux foncé avec des finitions en or, le genre de choses qui coûtent plus cher qu'un loyer parisien, je n'y aurais pas prêté attention, Sandrine collectionnait les beaux stylos, sauf pour la gravure. Je me suis penché en avant, Léa Lefebvre, le nom de ma fille, mes mains ont bougé avant que mon cerveau ne donne la permission, je l'ai ramassé, il était plus lourd que prévu, solide, substantiel, le poids de quelque chose qui compte, Léa Lefebvre. Notre fille de 12 ans disparue depuis 8 mois, 8 mois de rapports de police qui n'ont mené nulle part, 8 mois de flyers sur les poteaux le long des boulevards, 8 mois d'un chagrin qui s'était installé dans mes os comme du béton. 8 mois à dormir à côté d'une femme qui pleurait lors des veillées aux chandelles, donnait des interviews à la télévision, serrait ma main devant les caméras et murmurait « Nous la retrouverons Marc, je le sais ». 8 mois pendant lesquels cette femme gardait le stylo plume de notre fille sur son bureau comme un presse-papier, quelque chose dans ma poitrine est devenu très, très froid, j'ai tourné le stylo entre mes doigts, mon pouce a trouvé une petite jointure près du clip, presque invisible. Le genre de détail qu'on ne remarque jamais à moins d'avoir les mains qui tremblent en cherchant quelque chose à quoi se raccrocher, j'ai appuyé, un clic doux, et l'étagère a bougé, pas de façon dramatique comme dans les films. Elle a juste glissé de manière fluide et hydraulique comme si elle avait été construite par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, une ouverture d'1 mètre s'est créée entre le bord de l'étagère et le mur et un air frais s'est échappé de l'obscurité derrière. Je me suis levé si vite que la chaise a roulé et a frappé le bureau, Léa, ma voix est sortie à peine plus forte qu'un murmure, puis plus forte, Léa, c'est papa, un petit bruit rauque comme une voix qui n'avait pas été utilisée pour une conversation normale depuis très longtemps. Elle était assise sur un lit jumeau contre le mur du fond d'une pièce pas plus grande qu'un dressing, des murs blancs, un éclairage LED tamisé,
une petite étagère avec des manuels scolaires, un bureau avec un ordinateur portable et ma fille. Ma fille de 12 ans que je n'avais pas vue depuis 8 mois, mince d'une manière qui m'a serré la gorge, portant des vêtements que je ne reconnaissais pas, me regardant avec des yeux qui avaient appris à être prudents, c'est le moment où un bon père se précipite et la prend dans ses bras. Et je l'ai fait, mais c'est aussi le moment où quelque chose d'autre est né en moi, quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom, quelque chose qui n'était ni du chagrin ni du soulagement. J'ai traversé la pièce en 2 pas et je l'ai serrée contre ma poitrine. Elle est restée rigide pendant une demi-seconde comme un enfant qui aurait oublié ce que signifie être en sécurité avant de s'effondrer contre moi et de se mettre à trembler. Je te tiens ma puce, je te tiens. Elle m'a dit que tu ne voulais plus de moi, sa voix était étouffée contre ma chemise. Elle a dit que j'étais trop difficile, que vous étiez tous les deux d'accord. Ma mâchoire s'est crispée, c'est un mensonge, ma voix était si contrôlée qu'elle m'a fait peur, c'est le plus gros mensonge que l'on t'ait jamais raconté, je sais, a-t-elle chuchoté, je crois que je l'ai toujours su. Mais elle n'arrêtait pas de le dire, je me suis reculé et j'ai regardé son visage pour le mémoriser, chaque nouveau creux, chaque nouvelle ombre. Depuis combien de temps es-tu ici? Depuis septembre je crois, au début elle me laissait sortir la nuit puis elle a arrêté. Septembre et nous étions en mai, est-ce que quelqu'un d'autre sait que tu es là? Elle a secoué la tête puis a hésité. Antoine m'apporte à manger parfois, Antoine, le frère cadet de ma femme, en face de qui je m'étais assis au réveillon. Qui m'avait serré dans ses bras à la veillée en disant « Mon frère nous allons la retrouver » et qui m'avait regardé droit dans les yeux. J'ai senti la chose froide dans ma poitrine se propager comme une tache. D'accord, j'ai gardé ma voix égale. La voix que j'utilisais dans les négociations quand j'étais sur le point de tout rafler. Voici ce que nous allons faire, tu vas venir avec moi tout de suite et tu ne vas pas dire un mot à personne jusqu'à ce que je te dise que c'est sûr. Tu peux faire ça. Léa a acquiescé, bonne fille. Elle l'avait toujours été. Je l'ai fait sortir par le bureau après avoir remis l'étagère en place derrière nous, pour que Sandrine revienne et trouve tout exactement comme elle l'avait laissé, et nous avons descendu le couloir. Léa gardait la tête baissée. Quand nous sommes passés devant la réception, Léa a levé les yeux vers la réceptionniste qui avait essayé de me retenir. « Salut Léa », a dit la réceptionniste avec précaution, du ton qu'on utilise pour une situation que l'on a décidé de ne pas voir. Elle savait. Je l'ai regardée assez longtemps pour qu'elle comprenne que j'avais compris. Son visage est devenu de la couleur d'une feuille de papier. Passez un bon après-midi, ai-je dit agréablement. J'ai installé ma fille sur le siège passager de mon Audi à 12h19 un mardi de mai et j'ai conduit vers le nord en direction de notre maison sans appeler la police, sans appeler personne. J'avais besoin de réfléchir, je ne savais pas encore que Léa n'était pas le seul enfant. Je ne savais pas encore pour la jeune fille qui arrivait par avion de l'étranger. Je ne savais pas encore exactement l'ampleur du réseau de ma femme ou combien de personnes elle avait convaincu de détourner le regard mais j'allais le découvrir et quand je le ferais je n'allais pas faire un seul mouvement que je n'aurais pas déjà planifié. 3 coups d'avance. Sandrine avait passé 11 ans à étudier comment pensent les gens brisés. Il était temps qu'elle en rencontre un. La plupart des hommes quand leur monde s'écroule cherchent une bouteille. Moi j'ai cherché un bloc-notes et un marqueur noir. Une vengeance sans plan n'est que de la colère sensible. Léa était en haut, douchée, nourrie de 3 œufs brouillés et de pain grillé parce que c'était la première chose que je pouvais préparer sans que mes mains ne tremblent trop. Et elle dormait dans son ancienne chambre pour la première fois en 8 mois. Je suis resté sur le seuil de la porte pendant 1 minute entière juste à regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser pour m'en assurer. De la même façon qu'on surveille un nouveau-né parce qu'on ne fait pas encore confiance à l'univers pour le garder en vie sans témoin, puis je suis descendu. Je me suis assis au comptoir de la cuisine et j'ai commencé à faire une liste de tout ce que je savais sur ma femme, ce qui s'est avéré être embarrassant peu de choses. Je savais qu'elle prenait son café noir, je savais qu'elle détestait le bruit de la télévision dans les restaurants. Je savais qu'elle pouvait entrer dans une pièce pleine d'inconnus et en 20 minutes les convaincre tous qu'elle était la personne la plus empathique qu'ils aient jamais rencontrée. Cette dernière partie que je pensais être un don je comprenais maintenant que c'était une compétence pratiquée et délibérée. La différence entre un feu de cheminée chaleureux et un incendie contrôlé, j'ai écrit son nom en haut de la page, Sandrine Lefebvre. Puis j'ai tracé une ligne en dessous et j'ai commencé à cartographier tout ce qu'elle avait construit. La Fondation Avenir Radieux était l'idée de Sandrine après 3 ans de mariage. Je pensais que c'était magnifique, cette femme que j'aimais se consacrant aux enfants défavorisés. Créant des opportunités, j'avais moi-même signé le premier chèque de 50 000 €, fier comme un homme peut l'être. Je disais aux gens lors des dîners ma femme dirige cette fondation incroyable. Je portais ces accomplissements comme une décoration sans jamais penser à demander qui gérait réellement l'argent. 50 000 €, je les ai mis sur la liste aussi sous une colonne intitulée Ce que j'ai financé. Mon téléphone a vibré. Sandrine m'écrivait en retard, la séance a duré plus longtemps, je ne serai pas à la maison avant 19h, ne m'attends pas pour dîner, je t'aime. J'ai fixé le message pendant un long moment, elle ne sait pas que j'étais là,
elle ne sait pas que j'ai Léa. Elle pense que la pièce est toujours scellée et que le secret respire encore. J'ai répondu pas de problème, je vais grignoter quelque chose, je t'aime aussi, et je pensais cette dernière partie comme on pense à une porte qui claque avec finalité. J'ai passé les 4 heures suivantes sur mon ordinateur portable. Ce que j'ai trouvé en ces 4 heures aurait brisé un homme moins fort ou un homme plus intelligent. Je ne sais pas encore dans quelle catégorie je me range. Celui qui est détruit par la vérité ou celui qui se focalise grâce à elle. La Fondation Avenir Radio était enregistrée comme une association loi 1901 avec des papiers propres, un beau site web avec des photos d'enfants souriants et un portail de dons qui avait traité. J'ai trouvé cela dans un document fiscal caché sur un site de surveillance, un peu plus de 2 millions d'euros au cours des 4 dernières années. Le conseil d'administration listait 3 noms, Sandrine, un avocat que j'avais rencontré une fois nommé personne d'importance, et Antoine Adair. Antoine, le frère de ma femme dont je n'avais jamais pensé à chercher le nom de famille sur Google, je l'ai fait maintenant. Antoine Adair possédait une société de conseil enregistrée au Luxembourg, la firme n'avait pas de site web. Pas d'employé listé et une adresse qui une fois localisée était une simple boîte postale. Il était aussi co-signataire d'un compte bancaire attaché à une filiale de la Fondation, un programme appelé Passerelles International. Je me suis appuyé contre mon fauteuil. Combien d'enfants, Sandrine? Je n'avais pas encore la réponse, mais je savais une chose, la pièce derrière cette étagère n'était pas construite pour une prison à long terme, c'était trop propre, trop organisé, des manuels. Un ordinateur portable que j'avais ramené à la maison et qui était maintenant sur le comptoir, il était protégé par un mot de passe, mais je connaissais les habitudes de Sandrine, elle utilisait des variations du même mot de passe pour tout. Je l'avais vu se connecter à ses emails assez souvent pour l'avoir mémorisé sans le vouloir. J'ai essayé la première variation, rien, la deuxième, rien, à la troisième j'ai ajouté l'année de naissance de Léa à la fin. L'ordinateur s'est ouvert, bien sûr. Elle gardait le nom de notre fille sur un stylo comme un trophée et utilisait sa date de naissance comme mot de passe. L'arrogance d'une femme qui ne s'attendait jamais à être prise. Les fichiers sur cet ordinateur ont réécrit tout ce que je pensais savoir. Sandrine avait un dossier intitulé Sans rire futur qui contenait des documents d'admission d'enfants, 8 d'entre eux sur 4 en provenant de 3 pays différents, les Philippines, le Guatemala, l'Ukraine. Chaque fichier avait une photo, un nom, un âge. Une évaluation psychologique écrite dans le langage clinique précis de Sandrine et une colonne qu'elle appelait calendrier d'intégration, intégration comme s'il s'agissait de mise à jour de logiciels, comme si c'était des correctifs pour des vies qu'elle avait décidé de remplacer. Mon estomac s'est retourné puis s'est stabilisé. Calme Marc, chaque enfant avait été amené dans le pays par ce qui semblait être des canaux de visas humanitaires légitimes, le genre qui nécessite la signature d'un clinicien agréé pour prouver une nécessité psychologique. Sandrine était une clinicienne agréée, elle avait signé chaque document elle-même. Les enfants étaient placés dans des familles d'accueil, un terme qu'elle utilisait dans les fichiers, des familles qui croyaient participer à un programme d'échange culturel géré par la Fondation. Mais le dernier fichier m'a glacé le sang, il était plus récent que les autres créés il y a 4 mois, la photo montrait une fille qui ressemblait de manière frappante à ma fille par sa structure osseuse et ses couleurs, 12 ans, originaire de Manille, son nom sur le formulaire était Léna Reyes. Sous la photo dans l'écriture de Sandrine, parce qu'elle avait imprimé celle-ci et l'avait scannée, la seule qu'elle avait traitée ainsi, ce qui me disait qu'elle était spéciale, il y avait 4 mots: candidate pour placement primaire, placement primaire. Je suis resté assis avec ça pendant longtemps. Ma femme n'avait pas seulement caché notre fille, elle avait auditionné un remplacement, un enfant qui ressemblait assez à Léa pour être éventuellement présenté au monde, à nos amis, à notre famille. Aux cercles sociaux parisiens que Sandrine gérait comme une exposition de musée, comme une enfant sauvée qu'elle aurait ramenée à la maison, dotée d'un nouveau nom, d'une nouvelle histoire, tandis que notre véritable fille était discrètement effacée, renommée. Redistribuée dans le système comme le cas de charité de quelqu'un d'autre, elle allait remplacer notre enfant et j'avais été assis à des dîners à me vanter de sa fondation. J'ai fermé l'ordinateur très soigneusement, je me suis levé, je suis allé à l'évier. J'ai fait couler l'eau froide et j'ai mis mes 2 mains dessous et j'ai juste respiré. Ne bouge pas trop vite, n'appelle pas encore la police. Si tu appelles la police maintenant, Antoine s'enfuit, les familles d'accueil se dispersent. Les enfants disparaissent dans la nature et personne ne répond de rien. Sandrine embauche les meilleurs avocats et s'en sort en 3 ans pour vice de procédure. Non, cela doit être chirurgical. Je me suis séché les mains, je suis retourné au comptoir. J'ai ouvert le bloc-notes à une page vierge et j'ai écrit 2 mots en haut. François Holloway, mon plus vieil ami, 12 ans à la brigade financière de Paris, s'occupant actuellement des enquêtes sur les crimes financiers, l'homme qui se tenait à mes côtés à mon mariage. Qui avait dansé avec la colocataire de fac de Sandrine et m'avait appelé le lendemain mortifié parce qu'il lui avait marché sur les pieds 2 fois.
qui s'était assis avec moi dans cette même cuisine 3 mois après la disparition de Léa et m'avait dit calmement avec le poids d'un homme qui en savait trop sur la façon dont ses affaires se terminaient que les statistiques après 90 jours n'étaient pas en notre faveur. Il ne savait pas que ces statistiques étaient manipulées, je n'allais pas encore appeler François, j'avais besoin que tout soit documenté et inattaquable avant de le remettre à quelqu'un avec un insigne. Parce qu'au moment où je le ferais l'histoire deviendrait la leur et j'avais quelque chose de plus important que la justice en tête, je voulais que le nom de Sandrine signifie quelque chose de spécifique dans cette ville. Je voulais que chaque personne qui avait applaudi à ces galas ressente l'embarras rétroactif jusque dans ses os, je voulais que l'histoire soit si complète qu'aucun avocat, aucun expert en communication, aucune conférence de presse larmoyante ne puisse en lisser les bords. La justice viendrait mais la mort de la réputation vient d'abord, j'ai entendu de petits pas dans les escaliers à 16h30, Léa est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les cheveux lâchés. Portant un sweat à capuche de la Sorbonne qu'elle avait apparemment encore dans son placard, elle a regardé le bloc-notes, l'ordinateur, l'expression sur mon visage que je n'avais pas tout à fait réussi à neutraliser. Tu prépares quelque chose, a-t-elle dit, je travaille juste Léa. Elle a penché la tête, elle avait les yeux de sa mère, ce qui était actuellement une chose compliquée à gérer. Je connais ton visage de travail, ce n'est pas celui-là. J'ai tapoté le tabouret à côté de moi, elle a grimpé. A replié ses pieds sous elle comme elle le faisait depuis qu'elle avait 4 ans et a regardé le bloc-notes sans le toucher. Elle allait ramener quelqu'un d'autre à la maison, a dit Léa doucement comme si ce n'était pas une question. Je l'ai regardé, qu'est-ce que tu sais là-dessus? Je l'entendais au téléphone à travers le mur, elle a fait une pause, elle parlait à l'oncle Antoine, elle a dit que la transition devait se faire avant le gala d'automne, que ça devait être propre. La voix de Léa n'a pas tremblé, ce qui était d'une certaine manière pire que si elle l'avait fait. Elle a dit mon nom et puis elle a dit l'ancienne, ma propre fille désignée au passé. Depuis combien de temps le sais-tu? Ai-je demandé. Peut-être 2 mois, elle a haussé les épaules, petite et fatiguée. J'ai arrêté de pleurer après la première semaine, ça ne semblait pas utile. 12 ans et j'avais apparemment élevé une personne nettement plus forte que moi, elle ne s'en sortira pas comme ça, ai-je dit. Je sais, Léa m'a regardé fixement, mais papa ne te contente pas de la faire arrêter. J'ai haussé un sourcil, fais en sorte que ça veuille dire quelque chose, a-t-elle dit. J'ai regardé ma fille, mince, le regard prudent, endurci par 8 mois et j'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine, pas la chose chirurgicale froide mais quelque chose de plus vieux, de la fierté, ça ai-je dit en ramassant le marqueur noir, c'est exactement le plan. À 18h58, 2 minutes avant que la clé de Sandrine ne tourne dans la serrure, j'étais assis sur le canapé avec un verre d'eau et la télévision allumée, ressemblant en tout point à un homme qui avait passé un mardi parfaitement ordinaire. Léa était de retour à l'étage endormie ou faisant semblant, nous étions convenus qu'elle était un fantôme jusqu'à ce que je dise le contraire. J'ai entendu la porte s'ouvrir, les talons sur le parquet, le son spécifique de ma femme se déplaçant dans une maison qu'elle croyait encore être la sienne. Salut, ai-je souri, comment s'est passée cette longue séance, épuisante? Elle s'est étiré le cou, est allée à la cuisine, a ouvert le frigo, complètement normal, une femme qui n'avait aucune idée que son empire avait une fissure dans les fondations. Tu as mangé? J'ai pris quelque chose de bon. Elle a sorti une eau pétillante, s'est appuyée contre le comptoir, m'a regardé avec ses yeux qui m'avaient autrefois fait sentir comme l'homme le plus compris au monde. Tu vas bien, tu as l'air un peu. Elle a bu une gorgée d'eau, a jeté un bref coup d'œil vers le couloir. Juste un vacillement en direction de la pièce où la porte cachée n'était pas, parce que cette porte était à 20 minutes de là et peu importe ce qu'elle vérifiait, ce n'était pas ici, elle n'en avait aucune idée. Je l'ai regardé monter, se changer et j'ai pensé à 8 enfants dans 3 pays et à une fille nommée Lena Reyes avec une photo dans un fichier scanné et une colonne appelée calendrier d'intégration, et j'ai pensé à un stylo gravé au nom de ma fille posé sur un bureau comme un souvenir. Et j'ai souri, pas encore Sandrine mais je te promets que c'est pour bientôt. Certains hommes pardonnent, certains hommes oublient, je ne suis pas de ces hommes-là. 30 jours, c'est le temps que j'ai passé à être le mari parfait, embrassant la joue de Sandrine chaque matin. Lui demandant des nouvelles de ses séances, assis en face d'elle à dîner dans notre salle à manger, coupant mon steak, acquiesçant à ses paroles tandis que sous la table ma main gauche reposait sur un téléphone chargé d'assez de preuves documentées pour démanteler tout ce qu'elle avait passé une décennie à construire. 30 jours du meilleur rôle de ma vie. Léa est restée chez mon beau-frère à la campagne, quelqu'un avec qui Sandrine n'avait aucun lien, sous l'instruction stricte de n'exister nulle part sur les réseaux sociaux. J'ai dit à Sandrine que j'avais besoin d'espace pour gérer le chagrin de l'anniversaire de la disparition de Léa. Elle m'a tenu la main, elle a versé de vraies larmes. Nous allons nous en sortir, Marc, a-t-elle chuchoté un soir. Oui, ai-je dit en lui serrant la main, on va vraiment s'en sortir. François Holloway m'a retrouvé à 7h du matin un mercredi dans un café du Marais, territoire neutre, table dans le coin, le genre d'endroit où 2 hommes prenant un café ne signalent rien de particulier.
j'ai fait glisser une clé USB sur la table avant même qu'il n'ait ouvert le menu. Il l'a regardé puis m'a regardé. Marc, avant que tu ne dises quoi que ce soit, j'ai dit regarde juste. Il l'a branché sur son ordinateur personnel juste là. J'ai vu son visage changer. François Holloway avait 20 ans de carrière dans la police judiciaire. L'homme avait une expression de marbre, mais quelque part vers la 4e minute, en parcourant le dossier futur de Sandrine, quelque chose a bougé derrière ses yeux. Il a fermé l'ordinateur lentement. Depuis combien de temps as-tu ça? 30 jours. Marc, tu aurais dû m'appeler immédiatement. Si je t'avais appelé immédiatement, ai-je dit en buvant mon café, Antoine aurait été prévenu. Les familles d'accueil se seraient dispersées et Sandrine serait en tailleur Chanel au journal de 20h sur TF1 en train d'expliquer comment son mari jaloux a tout inventé. J'ai posé ma tasse. J'avais besoin que ce soit inattaquable, ça l'est, 3 pays je sais, et la fille de Mani, Léna Reyes, elle a atterri à Roissy il y a 6 jours, elle est actuellement dans une famille d'accueil en banlieue, c'était une nouvelle information, j'ai gardé mon visage impassible. Alors nous sommes juste à temps, il a ramassé la clé USB, l'a tournée entre ses doigts. Je vais avoir besoin de 48 heures pour obtenir les mandats, tu les auras, ai-je dit, mais François, j'ai besoin d'une chose de ta part, il a attendu. Le communiqué de presse doit sortir avant l'arrestation, pas après. Avant, je veux que chaque journaliste de Paris ait son nom à la bouche avant qu'elle ne voie un seul insigne. François m'a étudié avec le regard d'un homme négociant avec quelqu'un qui a déjà décidé. Ce n'est pas la procédure standard, non, j'ai acquiescé, mais ce qu'elle a fait ne l'est pas non plus. Il a empoché la clé USB, s'est levé, a posé 2 billets sur la table. 48 heures a-t-il dit, et il est sorti dans le Matin parisien. J'ai passé ces 48 heures à finir ce que j'avais commencé. Le monde social de Sandrine était une architecture soigneusement organisée, les comités de gala, les postes au conseil d'administration des hôpitaux, les profils dans les magazines. J'avais cartographié chaque pilier et j'avais passé 30 jours à contacter anonymement les bons journalistes, un reporter au Monde, un producteur d'investigation sur une grande chaîne et un blogueur influent avec des milliers de followers réputés pour être extrêmement minutieux. Je ne leur ai pas donné l'histoire, je leur ai donné les questions, des questions chirurgicales spécifiques sur la Fondation Avenir Radieux qu'aucune organisation innocente ne pourrait justifier proprement. Je les ai laissés creuser, je les ai laissés trouver leur propre fils. Au moment où les mandats ont été signés, 4 journalistes distincts avaient déjà commencé à tirer. Jeudi matin 6 heures, j'ai préparé le café de Sandrine, noir, je l'ai posé sur le comptoir à côté d'elle. Je l'ai regardé vérifier son téléphone avec l'aisance d'une femme dont le jeudi n'avait aucune surprise prévue. Son téléphone a vibré puis encore puis 4 fois en succession rapide. Elle a froncé les sourcils devant l'écran, je savais déjà ce qu'elle lisait. Le Monde avait publié à 5h47 des questions entourent la fondation d'une psychologue renommée, visa d'enfants et fonds disparus. Les chaînes d'infos en continu commençaient à relayer, le blogueur avait publié à minuit et cela avait déjà été partagé des milliers de fois. Marc, sa voix était étrange, compressée. Il y a quelque chose en ligne sur la fondation, quelqu'un dit que... Elle a levé les yeux vers moi et pour la première fois en 11 ans j'ai vu ma femme me regarder et ne pas voir ce qu'elle attendait. Quelque chose dans mon immobilité lui a semblé anormal. Marc, j'ai posé le couteau à beurre, Antoine a été arrêté, ai-je dit calmement il y a environ 4 minutes. François Holloway te passe le bonjour. La tasse de café a glissé de sa main, elle l'a rattrapée, la sonnette a retenti, 3 agents fédéraux et 2 officiers de police. J'avais déverrouillé la porte d'entrée avant de descendre, je ne l'ai pas regardé se faire menotter, je suis allé sur la terrasse et je suis resté dans la lumière fine du Matin parisien à écouter les bruits de son monde qui s'écroulait, les voix, les grésillements des radios. Le silence spécifique d'une femme qui était trop intelligente pour dire quoi que ce soit sans avocat. Léna Reyes a été récupérée dans sa famille d'accueil le matin même, les 8 enfants ont été localisés en 72 heures, chacun d'entre eux, l'histoire était partout en 6 heures. Le soir même, Avenir Radieux était le terme le plus recherché sur Internet. Le lundi suivant, c'était une affaire internationale. Chaque photo de gala que Sandrine avait prise était republiée avec une légende différente de celle qu'elle avait prévue. Elle avait voulu son nom sur des bâtiments, elle l'a eu sur des actes d'accusation fédéraux à la place. Je lui ai rendu visite une fois 3 semaines après l'arrestation au centre de détention de Fleury-Mérogis. Elle était déjà plus mince, plus petite. La déflation particulière d'une personne dont le pouvoir était entièrement emprunté à la croyance des autres en elle. Elle s'est assise derrière la vitre et m'a regardé avec des yeux qui avaient traversé toutes les émotions pour atterrir finalement sur quelque chose de froid et de calculateur. Même maintenant, même ici, tu as tout planifié, a-t-elle dit, pas une question, chaque étape, depuis quand, depuis le mardi où j'ai trouvé ce stylo sur ton bureau, j'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai posé quelque chose contre la vitre, son stylo plume, le bordeaux foncé. Celui gravé Léa Lefebvre, sauf qu'il n'était plus gravé au nom de Léa, je l'avais fait regraver au mien Marc Lefebvre. Elle l'a fixé, ça m'appartient, j'ai dit que je l'avais payé, j'ai tout payé en fait,
Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste, 11 ans Sandrine, la maison, le cabinet. Les premiers 50 000 € de la fondation, j'ai repris le stylo et je l'ai glissé dans ma poche, considère cela comme une reprise de possession, j'ai marché vers la porte, Marc, sa voix m'a suivi, contrôlé, précise comme un scalpel. Même maintenant tu ne pourras pas tourner la page, tu le sais, tu passeras le reste de ta... Léa te dit bonjour et je dis et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi, elle a pris 40 ans, Antoine en a pris 22. Les 8 enfants ont été réunis avec leur famille ou placés dans des structures de protection vérifiées. Léna Reyes est retournée à Manille 4 mois plus tard, je le sais parce que j'ai payé le vol, la presse a fait un suivi 6 mois après l'arrestation, ils m'ont appelé un héros. Je ne suis pas un héros, je suis juste un père qui a trouvé un stylo.